Alors on en arrive à l'histoire du volcan du Cantal proprement dit, alors le stratovolcan du Cantal ou plutôt le volcan bouclier du Cantal. Alors là, j'ai une échelle, hein, qui est, adaptée à l'histoire de cet édifice, donc c'est les 15 derniers millions d'années. Vous avez également la coupe du Cantal qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, donc je vous l'ai dit, il y a, coexistence de 2 volcanismes d'origine et de nature différents. En fait, pendant toute l'histoire du massif, en gros depuis 12,5 millions d'années jusqu'à 2 millions d'années, on a un volcanisme, alors non différencié, c'est-à-dire qui provient directement du manteau, des laves fluides autour de 1000-1200 qui vont donner des basaltes. Ça représente à peu près 10 du volume total de l'édifice et puis ce volcanisme basaltique et donc les cheminées d'alimentation, ils sont dispersés sur la totalité de la superficie du massif. Voilà, ça c'est un espèce de bruit de fond régional, hein, et d'ailleurs, à certaines époques et en particulier vers la fin, on a du mal à le différencier du volcanisme basaltique qui se produit plus au nord sur le Cézallier, et puis éventuellement aussi de celui qui se produit un peu plus au sud au niveau de l'Aubrac. Voilà, et alors après le volcan, le stratovolcan ou le volcan bouclier du Cantal en lui-même, il est lié donc à une deuxième phase volcanique qui elle est plus, courte dans le temps, qui commence autour de 9,5 d'années, qui va jusque vers 5,5 d'années. Alors là, c'est un volcanisme différencié, c'est-à-dire que c'est une lave qui a séjourné, dans la croûte continentale, qui s'est transformée. Il y a pas du tout de basalte qui sont émis à cette occasion-là, donc c'est des trachyandésites, des trachytes, des rhyolites, des phonolites, des téphrites, ça j'en ai parlé tout à l'heure et on essaiera de reconnaître ces roches sur le terrain et là, ça représente à peu près 90 du volume du volcan actuel. En fait, c'est tout ce qui est en blanc ici, sur cette coupe. La particularité, c'est que là, l'émission du matériel se fait, sur une surface qui est beaucoup plus réduite. En fait, c'est dans un rayon de 10-15 kilomètres autour du centre du volcan actuel. Alors le centre du volcan actuel d'ailleurs, c'est le puy Grioux, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure et qu'on reverra après. Voilà, donc là, une énorme quantité de matériel qui a été émise dans ce secteur-là qui est beaucoup plus réduit. Alors la conséquence de ça, c'est que, les basaltes avant cette phase, majeure du volcan, bah, ils sont en dessous, donc on va les appeler des basaltes infracantaliens. C'est ce que vous avez ici en noir, hein, juste au-dessus du socle et sous, le stratovolcan et puis, bah, après au cours du temps, ils vont finir par se retrouver par-dessus et ils deviennent ce qu'on appelle les basaltes supracantaliens qui eux, en fait, sont au sommet et vont former, en fait, la carapace des planèzes dont on a parlé tout à l'heure. Mais, même si on sépare ces basaltes infracantaliens et supracantaliens, en réalité dans le temps, hein, il y a une émission qui est quasi continue. Voilà, donc en fait, les basaltes infracantaliens commencent il y a, 12,5 d'années et vont à peu près jusque vers 7 d'années. Le stratovolcan, on a vu tout à l'heure, hein, enfin l'intervalle de temps que ça représentait et puis enfin les basaltes supracantaliens, bah, ils commencent vers 7 d'années et ils vont jusque vers 2 d'années. Alors où sont-ils sur la carte géologique? Bah, forcément les basaltes infracantaliens, comme ils sont sous l'édifice, il faut qu'on aille au cœur des vallées pour arriver à les observer. On les observe très, très bien dans les vallées ici du nord et de l'est. Alors dans la vallée de la Rue, bon, même si on ne le verra pas, mais le dike d'Apchon, il en fait partie, dans la vallée de la Santoire et puis alors on les verra nous par contre, hein, juste à côté de l'hôtel, ici dans la vallée de la Lannion et on les observe aussi, même si c'est pas évident sur cette carte-là, à de nombreux endroits en fait, hein, dans les vallées de la Serre et puis alors surtout, hein, vous verrez la très, très belle coulée, de Saint-Flour, hein, qui appartient également à ces basaltes infracantaliens. Et les basaltes supracantaliens que vous avez ici en bleu clair, beh, vous voyez, ils forment, hein, la quasi-intégralité des planèzes, qu'on trouve en fait sur tout le flanc nord, ouest pardon, est et sud du volcan. Il y en a beaucoup moins ici, sur le flanc ouest et sud-ouest, tout simplement parce que l'érosion a largement entaillé l'édifice et ça, j'en ai parlé au début. Alors, les dynamismes éruptifs, hein, je vous l'ai dit, c'est des laves qui sont fluides, qui sont dégazées, donc on est sur des dynamismes hawaïens et stromboliens. Alors hawaïens, probablement il y en a eu. Le dynamisme hawaïen, c'est les fontaines de lave, pratiquement sans aucune projection. Ça correspond à ce que vous avez pu voir récemment, avec l'éruption qui a eu lieu en Islande. Voilà et puis le dynamisme strombolien, bon ça, on en a parlé à de très nombreuses reprises et en particulier quand on était dans la chaîne des Puys.
Alors les éruptions stromboliennes, hein, voilà, on a, donc une cheminée d'alimentation. La lave arrive en étant, assez largement dégazée. Il va quand même y avoir des projections, hein, donc des lapillis, des cendres, des scories qui vont former un cône, hein, qui peut faire quelques kilomètres de diamètre. Et puis, la lave dégazée, hein, va former des très longues coulées qui peuvent, elles, alors s'écouler beaucoup, beaucoup plus loin, enfin sur des distances beaucoup, beaucoup plus importantes. On verra un assez bel exemple, hein, d'une coulée qui date de 5 millions d'années et dont on arrive parfaitement à suivre le trajet, hein, sur une très grande distance. Voilà donc un cône strombolien en activité, hein, avec des projections et puis donc le résultat, hein, c'est les cônes de scories, alors quasi parfaits de la chaîne des puits. Ça, c'est le puits de Pariou. Vous avez les cratères égueulés, donc des puits de la Vache et de la Solace. Alors en fait, dans le Cantal, les cônes de scories, on les voit pas du tout simplement parce qu'ils étaient sur les planèzes et l'érosion glaciaire les a complètement effacés. Maintenant, il reste que des collines. Alors, on ira sur la colline de Tanavel, hein, qui est un de ces cônes de scories probablement des plus importants, mais encore une fois, c'est juste une colline actuellement et on n'y reconnaît absolument pas un ancien cône de scorie. Alors par contre, on verra très clairement des coulées basaltiques assez belles, avec leur structure habituelle, hein. Donc on a, une semelle, hein, de scories qui est relativement mince. À la base, donc une colonnade, hein, des orgues, verticaux et régulières, heu, une limite qui est souvent assez nette. On passe ensuite à ce qu'on appelle l'entablement, donc c'est des prismes, beaucoup plus petits et puis qui sont en gerbe et puis enfin on passe à une fausse colonnade de sommet et une surface coriacée. Alors cette superposition, très caractéristique des coulées de basalte, elle est liée à la façon dont la coulée avance, hein, un peu à la manière d'une chenille, enfin d'une chenille de char d'assaut. Voilà, effectivement, avec les niveaux qui sont au sommet qui vont finir par passer par-dessous. Alors, les orgues qu'on a ici à la base, hein, sont liés au refroidissement de la lave, à l'éclatement qui se produit, au retrait thermique qui se produit à la fin. Les orgues sont systématiquement perpendiculaires à la surface de refroidissement. Autrement dit, là, quand ça refroidit sur un sol horizontal, on a des orgues verticaux, mais si le sol est incliné, beh, les orgues vont être à 90° et vont également être inclinés aussi. Donc vous allez voir la coulée de Saint-Flour, hein, qui est absolument, enfin parfaite, dans les différents niveaux qu'on y observe. Mais vous en verrez également d'autres. Puis alors ce que vous allez voir également, hein, qui est lié au volcanisme basaltique, infra et supracantalien, bah, c'est des lacs basaltiques, d'anciens lacs de lave. Voilà, alors ça correspond à quoi, hein? C'est la cheminée de cônes de scories, enfin le cratère d'un cône de scorie qui est occupé par un lac de lave. Ce lac de lave refroidit en donnant en général des prismes dans un peu tous les sens. Voilà et puis ensuite l'érosion va dégager, toute la partie scoriacée, hein, du cône et va laisser en place simplement la cheminée qui va former ce qu'on appelle un bec. Alors on avait vu le très joli bec de sautre, dans les Coirons il y a 3 ans. Bon là vous allez voir aussi, quelques necks assez spectaculaires, à commencer par celui d'Apchon, donc dans la vallée de la Rue. Alors là, ça correspond à un necks de basalte infracantalien et puis alors après vous verrez des necks de basalte supracantalien, à commencer par, bah, le plomb du Cantal, le sommet donc du massif, hein, est un ancien lac de lave. Voilà, c'est une cheminée d'alimentation donc des basaltes supracantaliens et puis alors ça c'est le rocher de l'accueil. Le rocher de l'accueil est à Dienne, dans la vallée de la Santoire. C'est un édifice qui est assez intéressant à regarder. On a effectivement un lac de lave, mais sur ce lac de lave, on a 2 coulées superposées et dont on arrive assez bien à voir la superposition de tous ces niveaux et puis enfin, il y a l'alignement assez spectaculaire des 3 necks, basaltiques autour de la ville de Murat. Chacun étant occupé soit par une chapelle, soit par une vierge. Donc ça, c'est le nec de Bredon. Ça, c'est le rocher de Bonnevie au-dessus de la ville de Murat en elle-même et puis ça, c'est le rocher de Chassel sous Murat, qui est juste à côté, des carrières de diatomite de Foufouillou, qu'on ira visiter le jeudi matin. Alors, on a, fini de parler donc du volcanisme basaltique, infracantalien et supracantalien. Maintenant, on en arrive au volcan bouclier en lui-même. Comment s'est-il construit? Alors, j'ai dit tout à l'heure, hein, le matériel qui a été émis, ça représente à peu près 90 du volume du volcan et ça a été émis dans la partie centrale.
Ça veut dire que sur une période de temps relativement courte, on a eu énormément de matériel volcanique qui a été émis ici, qui s'est empilé sur des épaisseurs, considérables et puis, évidemment, comme on trouve enfin le stratovolcan, dépasse, la zone des cheminées d'émission, ça veut dire qu'il y a eu une redistribution latérale par la gravité. Donc on a 2 choses dans la construction du stratovolcan, on a le matériel volcanique en lui-même au centre et puis ensuite la redistribution latérale. Voilà, donc ça va permettre de construire un édifice qui va ressembler en tout point au volcan Mayon aux Philippines actuellement. Alors les dynamismes éruptifs, c'est plus du tout du volcanisme hawaïen ou strombolien, on est sur des laves qui sont, plus visqueuses, plus froides. Alors on va avoir un volcanisme subplinien, vulcanien, plinien et puis également un volcanisme péléen que vous n'avez pas là-dessus. Alors, quelques mots quand même, hein, sur ces 3 types-là, là. Le volcanisme surtséien, il y en a pas dans le Cantal. Il y en a dans le Massif central ailleurs, on en avait parlé, hein, en particulier dans le bassin du Puy. C'est ce qui se passe lorsque la lave arrive sous une faible tranche d'eau, donc en domaine lacustre. Voilà et alors on va former des édifices, enfin un matériel, très particulier, hein, qui est une brèche, qui forme tous les rochers, de la ville du Puy et puis le rocher de Polignac qui est ici. Voilà, donc ça dans le Cantal, ça n'existe pas. Alors après, le dynamisme phréatomagmatique qu'on a ici, ça on en a parlé très souvent. C'est ce qui se produit lorsque la lave, en arrivant à la surface, va rencontrer, donc de l'eau, une nappe phréatique. Donc là, il y a un phénomène très explosif qui se produit, qui va, creuser un cône très profond, éjecter, alors évidemment un panache éruptif, hein, qui va pouvoir retomber, mais également il va y avoir donc une déferlante basale de matériel qui va partir à 360° là autour du point de sortie. Alors ça donne, bah, déjà des lacs, enfin des cratères quasi circulaires, souvent occupés par des lacs. Bon, on a vu tous ceux du Devès, on a vu le lac Pavin. Dans le Cantal, il y a des mares, mais ils sont difficilement reconnaissables, donc je vous les montrerai pas. Alors par contre, hein, il y a les dépôts des déferlantes basales qui sont assez caractéristiques. Bon, on en verra juste, un exemple et en passant en voiture, parce que je suis pas sûr qu'on puisse s'arrêter, donc au pire, je vous montrerai, quand on passera devant et si on arrive à s'arrêter, on le regardera, mais enfin, comme c'est des choses que vous avez déjà vues, voilà, c'est pas, là-dessus qu'on va insister. Et puis enfin, alors le volcanisme ultraplinien, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Alors le volcanisme, hein, donc du stratovolcan, vulcanien subplinien et puis plinien. Bon, la différence, elle est liée simplement à l'importance des explosions et donc à l'importance du panache de cendres. Voilà, une éruption vulcanienne subplinienne, elle est faiblement explosive. Elle va former donc un panache de cendres qui va retomber latéralement sur une surface relativement réduite et puis on peut avoir quelques coulées associées à ça. Le volcanisme plinien, c'est la même chose, mais c'est beaucoup plus explosif. Le panache de cendres est beaucoup plus important et va retomber sur une superficie beaucoup plus grande. Voilà, alors le terme, hein, plinien vient de Pline l'Ancien qui avait décrit donc l'éruption du Vésuve. Voilà, donc on a un panache de cendres, hein, qui va être très important, qui va atteindre la haute atmosphère, qui d'ailleurs peut, en fonction des circulations atmosphériques, être amené à faire le tour du globe. Voilà, mais il y en a quand même une grande partie qui va retomber. Alors retomber depuis le nuage et puis on en a une partie aussi qui, retombe sur les flancs du volcan sous, forme de ce qu'on appelle des nuées ardentes et tout ça, ça va donner des niveaux de cendres volcaniques. Donc ça, c'est une éruption plinienne du volcan Mayon aux Philippines. On est en 1984. Il est voilà, le Cantal au moment où il était en activité, hein, enfin au moment de cette phase, du stratovolcan, devait avoir des éruptions de ce type-là. Alors ces éruptions pliniennes, lorsqu'elles sont, brutales, peuvent aboutir à la vidange d'une chambre magmatique qui va ensuite s'effondrer et qui va former une dépression circulaire qu'on appelle une caldeira. Ça, on l'avait évoqué, ça a existé dans les monts d'Or. On a 2 calderas, alors on a celle du Sancy et puis on a surtout celle, ce qu'on appelle la caldeira de Haute-Dordogne, hein, qui passe par la Bourboule et le Mont d'Or et à laquelle est associé donc un niveau de cendres volcaniques sur une très grande épaisseur qu'on avait vu nous à Rochefort-Montagne. C'était les dépôts de ce qu'on appelle la Grande Nappe. Alors en fait dans le Cantal, il y a pas ça. On n'a pas d'explosion de cette importance-là, donc d'éruption qu'on appelle ultraplinienne.
Alors pendant longtemps, on a cherché une caldeira dans le Cantal. Maintenant, on est quasi sûr qu'elle n'existe pas, et qu'il n'y a pas eu, de phénomène similaire à ce qui s'est produit dans les monts d'Or. Donc on a des éruptions pliniennes, voilà, mais rien de paroxysmal à ce stade-là. Et puis alors, les éruptions pliniennes peuvent également être péléennes, hein. Alors ce qu'on appelle une éruption péléenne, c'est une éruption comme ici qui va produire donc un bouchon de lave qui peut partiellement s'écouler latéralement. En réalité, une éruption peut être à la fois plinienne et péléenne, hein, les 2 sont pas, incompatibles. D'ailleurs, ce schéma-là, il est adapté au puits de Dôme, mais c'est également le cas du puits Marie. Le puits Marie a été une exception, une éruption péléenne qui a produit donc un dôme de trachyte et également une éruption plinienne qui a produit donc des dépôts de cendres qu'on peut observer à côté du puits Marie. Alors les dômes, je reviendrai tout à l'heure, hein, sur la façon dont ces coulées vont pouvoir se produire et à quoi elles vont ressembler. Les dômes, il y en a un certain nombre dans le Massif central, pardon, dans le Cantal. Il y a évidemment le Puy-Marie, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui a été retouché en pyramide glaciaire qu'on appelle un horn, mais c'était bien à l'origine un dôme de trachyte. Les nuées ardentes sont visibles à la base et j'espère qu'on n'aura pas trop de monde au Pas de Pérol et qu'on pourra aller les voir sans être, totalement dérangé. Alors, vous voyez un deuxième dôme ici, là, vous le voyez mal. En fait, il est de l'autre côté de la vallée du Mars. Alors, c'est ce qu'on appelle le roc d'Osier. Le roc d'Osier, lui, c'est un dôme de phonolite et c'est une éruption purement, péléenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau de cendre associé. Donc c'est juste un dôme de lave. Et puis alors, on a, le puy Griou, hein, qui est un des sommets principaux du massif, est également un dôme de phonolite. Il marque le cœur géographique du massif et il est associé, en fait, à 2 autres pics plus réduits que vous voyez ici, qui sont le Griounou et l'Usclade. Voilà, donc ça, c'est un massif de phonolite, hein, qui est au centre du volcan actuel et qui a une signification particulière, on en reparlera tout à l'heure. Alors, au-delà, hein, de ces dômes, on en arrive à en observer certains. En fait, ces dômes ont la plupart du temps émis des coulées. Alors, l'écoulement, hein, il est visqueux, il est plus ou moins facile. Là, comme on a des laves qui sont des trachyandésites qui arrivent encore à couler, elles peuvent, circuler sur une distance relativement grande et les coulées de trachyandésite, elles peuvent être massives ou alors, si vraiment la lave est trop visqueuse, quand elle va avancer, elle va se fragmenter et donc en fait, elle va présenter l'aspect d'une brèche. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des brèches de progression ou des coulées auto-bréchifiées, je vous en reparlerai sur le terrain. Et donc en fait, le cœur du Cantal actuel, c'est une superposition, alors de ces coulées de trachyandésite, soit massives, soit bréchifiées, et puis intercalées avec des niveaux de cendres qui sont liés aux éruptions pliniennes. Ça se voit particulièrement bien, sous les crêtes du plomb du Cantal, dans un très joli cirque glaciaire qu'on verra, voilà, où on voit en fait une espèce de millefeuille, alors de niveau plus dur que vous voyez ici, hein, qui sont toutes les coulées de trachyandésite, soit massives, soit bréchifiées, et puis entre les 2, vous avez des niveaux plus tendres qui, eux, sont des dépôts de cendres. Donc ça, c'est ce qu'on observe dans toute la partie centrale du Cantal, à l'endroit où sont, sortis, heu, enfin, à la verticale, hein, des bouches d'alimentation du stratovolcan. Voilà, donc ce matériel s'est accumulé ici dans la partie centrale et il a été redistribué vers la périphérie sous l'effet de la gravité. Alors la gravité seule ne suffit pas, il faut qu'elle soit aidée et elle est largement aidée, hein, par les précipitations. Alors les précipitations qui tombent sur un matériel volcanique, fraîchement mis en place, qui est mal consolidé, ça va produire en fait des écoulements, alors des coulées de débris, ce qu'on appelle des lahares. Alors en fait, les coulées de débris, hein, c'est un processus, qui se produit, dès qu'on a des pluies importantes sur, des pentes, sur lesquelles il y a des matériaux qui sont mal consolidés et lorsque c'est en contexte volcanique, bah, ça s'appelle un lahar. Mais en fait, un lahar, c'est une coulée de débris. La vidéo que vous allez voir ici, hein, elle a été, filmée, dans les Alpes, il y a quelques années. Alors c'est une coulée de débris, c'est pas du matériel volcanique. Enfin, un lahar aurait exactement la même dynamique. Alors pourquoi je vous montre cette vidéo? C'est pour que vous voyez bien comment, enfin ce que les lahars sont capables de transporter. Alors c'est un extrait d'une vidéo qui est beaucoup plus longue. En fait, vous voyez la coulée de débris qui arrive et vous voyez surtout la taille des blocs qui sont transportés au front de cette coulée de débris.
Ça peut faire alors là, je pense qu'on est à plusieurs mètres de diamètre. Voilà et puis vous voyez le mélange qui s'écoule ici, en fait, au début, hein, il y a une certaine proportion d'eau, mais il y a quand même plus de matériel solide que de matériel liquide. Voilà, en fait, quand le lahar progresse, à la tête du lahar, hein, c'est, beaucoup de gros blocs et quelque chose qui se comporte comme un solide et puis ensuite à l'arrière, hein, ça devient plus fin et il y a plus de liquide et donc après ça va pouvoir ah oui, je vais peut-être pas vous remettre une deuxième fois la vidéo, ça va ressembler à ça. Voilà, donc ça, c'est la phase, tardive d'un lahar dans lequel on a un mélange de cendres, d'eau qui s'écoule et qui là ressemble quand même franchement à un liquide. Bon, ça en reste enfin, on voit bien que c'est un phénomène relativement subit et catastrophique et alors les dépôts des lahars, ça va ressembler à ça. C'est un mélange de blocs, de cendres. Alors comment est-ce qu'on peut faire la différence entre des dépôts de lahars, puisque ça finalement c'est une brèche, et puis, une coulée de trachyandésite qui s'est fragmentée elle-même au cours de son écoulement? Bah, tout simplement, c'est l'organisation. Dans une coulée de trachyandésite qui s'est, fragmentée d'elle-même, il va y avoir aucune organisation, alors que là, dans un lahar, quand on regarde à un peu plus grande échelle, on voit qu'il y a quand même des niveaux plus durs, enfin des niveaux plus riches en particules grossières, des niveaux plus fins, qui sont liés en fait à l'alternance des courants. On verra un lahar dans lequel on voit effectivement cette organisation verticale qui permet de savoir qu'on est bien face à un écoulement, au produit d'un écoulement. Voilà, donc avec l'accumulation, hein, des coulées, et des niveaux de cendres dans la partie centrale redistribués sur la périphérie par des lahars. D'ailleurs, sur cette photo du Mayonne, on voit très probablement la trace d'une coulée de débris récente. On arrive à construire un édifice comme ça, qui fait à peu près une trentaine de kilomètres de diamètre. Ce que devait faire le Cantal, hein, à la fin de cette phase. Alors sur la carte que vous voyez ici, hein, les empilements de coulées de niveau de cendres de la partie centrale sont tout ce qui est ici en vert. Donc c'est autour des sommets, centraux du massif. On verra ça en particulier dans la haute vallée de la Serre. Les lahars, les coulées de débris, vous les voyez ici en jaune et on les trouve jusqu'à une certaine distance du centre du volcan. Alors en fait, hein, c'est un peu plus que les 25-30 kilomètres de diamètre du Mayenne, ce qui tend à faire penser que le Cantal devait être un peu plus imposant que ne l'est le Mayenne actuellement. Bon, mais de toute façon, on est quand même loin, de l'aspect actuel du Cantal. On a quelque chose qui est beaucoup plus étalé, 70 kilomètres, et puis surtout, hein, qui est, qui est nettement plus étalé et nettement moins élancé. Autrement dit, le Cantal actuellement, c'est ça. À une époque, ça a dû être quelque chose comme ça. Alors d'ailleurs, ça permet d'avoir une idée de l'altitude qu'a pu atteindre ce volcan du Cantal avant, qu'il ne s'écroule et qu'il ressemble à ce qu'il est actuellement. Si vous, prenez les di enfin si on estime que le Mayenne qui est ici, on le transpose là, on a donc 2 500 mètres d'épaisseur, heu, de formation volcanique, puisque le volcan est au niveau de la mer. Ces 2 500 mètres d'épaisseur, si vous les ajoutez aux 1 000 mètres, d'altitude du socle, on arrive à un volcan qui devait faire 3 500 mètres et même probablement plus, parce que je vous ai dit qu'il était peut-être un peu plus haut. Donc en fait, hein, on a un volcan qui, heu, il y a 10 millions d'années, devait frôler les 4 000 mètres d'altitude et donc devait tutoyer le Mont Blanc. Alors comment est-ce qu'on est passé de ce stratovolcan élancé à la forme très étalée qu'on a actuellement? Alors en fait, on savait depuis très longtemps que le Cantal était un volcan écroulé, hein. Les premiers volcanologues qui avaient, sillonné cette région-là avaient remarqué que l'essentiel de ce qu'on observait en fait, c'était surtout, voilà, des choses comme ça, qui étaient des brèches volcaniques, dans lesquelles on avait des blocs absolument énormes, hein, comme ce que vous voyez ici, là, un bloc qui fait plusieurs dizaines de mètres de diamètre. La camionnette permet de faire la taille. Bon, ce qu'on appelle des mégablocs, hein, ça peut pas être le produit d'un écoulement, comme on a vu tout à l'heure. Ça peut pas être une coulée de débris. Un courant, aussi violent soit-il, ne pourra jamais transporter un bloc de cette taille-là. Donc en fait, la seule façon, avec laquelle on puisse produire des blocs de cette taille-là, c'est un écroulement. Donc on savait que le Cantal était un volcan écroulé, sauf qu'on savait pas vraiment ni comment, ni quand, et puis qu'on savait pas trop à quoi il ressemblait avant de s'être écroulé. Donc on n'avait pas compris les modalités. Alors, en ce qui concerne les écroulements,
Voilà, là je vais vous passer une vidéo, hein, qui est un écroulement, d'un pan de falaise sur une plage normande il y a quelques années. Alors pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce que, vous voyez ce qui se passe en fait au début d'un écroulement, vous avez un bloc entier qui se détache, bon de la falaise dans ce cas-là, et puis vous voyez que, au fur et à mesure de sa progression, ce bloc commence à se séparer en 2 blocs plus petits, puis à nouveau chaque bloc se sépare en 2 blocs encore plus petits. Voilà, donc dans le cas d'un écroulement, en fait, on a un bloc unique qui se détache au départ et qui, au cours de sa progression, va se fragmenter en blocs de plus en plus petits. Donc en fait, dans le Cantal, c'est quelque chose qu'on peut utiliser quand on est dans des zones où on a beaucoup de gros blocs avec très, très peu de matrices, ben, on sait qu'on est très près du départ de l'écroulement, et quand on a au contraire des blocs isolés dans beaucoup de matrices, on sait qu'on est très, très loin. Donc ça permet d'avoir un peu une idée, dans ces dépôts-là d'écroulement, de la distance qu'a parcouru le matériel. Alors, les avalanches de débris, en fait, hein, c'était connu avant le Cantal. Ce qu'on n'arrivait pas à expliquer, c'est pourquoi il y avait des avalanches de débris sur des surfaces aussi considérables dans le Cantal. En fait, on en a absolument partout, jusqu'à 40 kilomètres du centre du volcan, voire même plus. Le seul secteur où on n'a pas véritablement reconnu d'avalanche de débris, hein, c'est le secteur qui est à l'est, ici, le secteur de Murat-Saint-Flour, et encore. Pas évident qu'il y en ait pas, qui ait été identifié depuis. Voilà, les avalanches de débris, on connaissait. C'est quelque chose qui se produit dans ces édifices volcaniques, un peu complexes, hein, les stratovolcans. Lorsqu'une chambre magmatique se met en place dans le volcan lui-même, elle gonfle et puis, bah, le volcan effectivement, il est déformé et au bout d'un moment, bah, il y a tout un pan du volcan qui va se détacher, un peu à l'image de la falaise normande que vous avez vue tout à l'heure, et puis qui va, s'écrouler vers l'aval. C'est un processus, hein, qui est assez rapide, hein, enfin le détachement est quasi instantané et puis l'écroulement en lui-même, hein, ça se produit en l'espace de quelques heures. C'est des processus au cours desquels les volcans vont perdre, vont être complètement décapités au sommet, peuvent perdre parfois jusqu'à, 500 mètres d'altitude ou plus. Voilà, par contre, hein, c'est des processus qui étaient, très peu filmés, hein, jusqu'à des périodes récentes. D'autant plus que ça se produit en général, hein, sur des édifices volcaniques qui sont dans des zones peu habitées, voilà, donc en fait, on connaissait les processus, mais on les avait jamais vraiment vus se produire. On savait que, dans le cas du volcan du Mont d'Or, il y avait des avalanches de débris, en particulier sur le flanc est, on les avait vues. Alors ce qui se passe, c'est qu'en général, hein, c'est quand un stratovolcan, présente des avalanches de débris, c'est un volume relativement mineur qui va s'écouler dans une direction, mais le reste du volcan reste quand même la partie construite. Dans le cas du Cantal, encore une fois, on ne savait pas pourquoi c'était, aussi important que ça. Alors, on a vraiment repris l'interprétation du Cantal après l'éruption du mont Sainte-Hélène en mai 1980 qui, elle, a été très, très largement documentée, filmée. Alors la vidéo que vous allez voir là, hein, c'est ce qu'on appelle un time lapse, c'est-à-dire c'est des photos prises à intervalles réguliers et puis passées en séquence. Vous allez voir d'ailleurs 4 séquences qui sont enfin la même, mais de plus en plus rapidement. Voilà, donc je crois que c'est le 18 mai 80, hein, tout un flanc du volcan s'est détaché et s'est écoulé donc, écroulé pardon, en direction du nord. Voilà, donc ça c'est à vitesse «lente» entre guillemets. Voilà, et vous allez revoir la même animation, à chaque fois, de manière plus rapide. J'avais dû vous passer cette vidéo d'ailleurs quand on avait, fait le circuit dans le Puy-de-Dôme. Voilà, donc l'éruption du mont Sainte-Hélène en mai 1980 a donné lieu donc à une avalanche de débris, hein, qui est partie en direction du nord, voilà, depuis le cratère qui est ici, et puis qui a suivi une vallée ensuite en obliquant ici l'ouest. Et en fait, hein, l'étalement de la coulée, enfin du dépôt d'avalanche de débris s'est fait sur plus de 40 kilomètres. Donc en fait, sur une distance qui est comparable à ce qu'on observe dans le Cantal. Parallèlement, donc le sommet du mont Sainte-Hélène, ça a été décapité, a perdu alors là, vous avez des altitudes qui sont en pied à peu près 400 mètres. Et puis, ça a laissé donc une espèce de grande, cicatrice en fer à cheval, au centre de laquelle on avait un petit dôme qui correspondait finalement à
à la chambre magmatique, hein, qui s'était mise en place et qui avait déstabilisé l'édifice. Voilà et en fait, hein, en reprenant donc en comparant les dépôts de l'avalanche de débris du mont Sainte-Hélène avec ce qu'on avait dans le Cantal, ben, on a compris que finalement le Cantal était un stratovolcan qui avait subi, alors, toute une série, hein, de phénomènes de ce type-là, catastrophiques. Alors en réalité, on en a reconnu assez rapidement 4 avalanches. Alors elles sont toutes autour de 7,4 vers 6,8 millions d'années, donc autour de 7 millions d'années. 4 avalanches principales, une vers le nord, une ici vers le sud-ouest, correspondant aux vallées de la Serre et de la Jordanne, une ici vers le nord-ouest, correspondant à toutes ces vallées, et puis enfin également une ici vers le sud-est. Bon et en fait, ces 4 avalanches de débris, on sait maintenant qu'il y en a eu plus que ça. Hein, voilà, donc c'est vraiment un volcan qui a subi, un certain nombre de phases, d'écroulement, catastrophiques, mais de manière bien plus importante que dans tous les autres stratovolcans connus, heu, sur le globe. Alors d'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure là de ce cirque qui forme les têtes des vallées de la Jordanne et de la Serre, plus ou moins en fer à cheval. En fait, on pense alors pendant longtemps, on a pensé que c'était une caldeira, hein, ça correspondait en fait à un ancien chaudron effondré. En fait, c'est pas du tout ça. Maintenant, on pense que c'est la cicatrice d'une avalanche de débris, d'une de ces avalanches de débris, celle de la Serre et de la Jordanne, donc qui est partie en direction du sud-ouest. Autrement dit, ce qu'on observe ici, les têtes de la vallée de la Serre et de la Jordanne, c'est cette ancienne formation en fer à cheval qui s'est produite après le décrochement de l'avalanche de débris. Alors, élargi, retravaillé par l'érosion glaciaire, donc il va être un peu plus resserré que ça au début, mais quand même. Et alors si je zoome là ici sur la partie centrale, ici là vous avez, dans le cas du mont Sainte-Hélène, ce petit massif qui correspond à la chambre magmatique qui s'était mise en place et qui a provoqué l'écroulement. Si on essaie de trouver ce qui a pu provoquer ça dans le Cantal, il faut chercher évidemment dans ce secteur-là et dans ce secteur-là, eh beh, on a quelque chose dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est le massif de phonolite du Puy-Grioux, du Grioux-Nou et de l'Usclade. Donc effectivement, on pense actuellement que la mise en place de ce massif-là autour de 6 millions d'années, enfin un peu avant 6 millions d'années, serait responsable de cette, avalanche de débris majeure qui est une des dernières et donc en fait dont la cicatrice est encore visible actuellement dans la morphologie. Alors je vais terminer rapidement avec quelques mots sur les diatomites de Fufuyou, puisqu'on va aller les voir donc le jeudi matin. Alors ces diatomites de Fufuyou, elles sont au nord de Murat, elles sont exploitées en carrière, hein. C'est une des 2 carrières de diatomites exploitées actuellement en France. Donc elles se sont installées dans un ancien lac qui est au milieu du volcan. Il y a à peu près 5 millions d'années, donc on est au milieu de la phase des basaltes supracantaliens. Ces lacs volcaniques sont, très riches en silice et ça permet donc la prolifération d'algues unicellulaires planctoniques avec une coque siliceuse qu'on appelle les diatomées. Alors à quoi ressemble une diatomée? Voilà, donc là vous avez la cellule en elle-même. Alors celle-là ressemble à une cacahuète, hein, mais bon voilà, c'est, la forme est variable. Vous avez ici la cellule en elle-même et l'algue en fait, hein, se fabrique une coque, alors en silice, qui est composée de 2 valves. Donc cette coque, ça s'appelle un frustule et c'est très, très perforé et à la mort de l'organisme, évidemment la partie, vivante disparaît et la coque, reste et donc sédimente. Alors en fait, les diatomées sont extrêmement variables en termes de forme. Voilà, donc là vous avez un arrangement, de différents types de formes de frustules de diatomées, ça ressemble presque à un magasin de porcelaine. Voilà des frustules vues au microscope électronique à balayage et vous voyez donc effectivement, c'est très finement ouvragé et puis surtout c'est plein de petits trous. Ça veut dire que donc le sédiment qu'on va fabriquer en accumulant ces frustules de diatomées va être extrêmement léger. La roche va être extrêmement poreuse, c'est ce qu'on appelle la diatomite. Alors les diatomites de Fufuyou, elles sont accumulées sur une vingtaine de mètres d'épaisseur, c'est pas énorme, mais ça suffit pour que, sur la surface sur laquelle elles sont présentes, hein, se soit exploitées. Alors la diatomite est une roche, je l'ai dit, très légère, très fine, très poreuse. Ça a un peu la consistance de la magnésie, hein, ce qu'on utilise pour les agrès en athlétisme. Vous avez ici un litage qui est très, très fin. Alors en fait, comme on est dans un milieu lacustre qui est très calme, où il y a pas de courant, en fait, on a des alternances qui sont annuelles. Les niveaux les plus clairs correspondent à l'été,
à l'époque où il y a beaucoup de diatomées et peu de sédiments et les niveaux plus sombres correspondent à l'hiver où les diatomées, prolifèrent un peu moins et où il y a plus d'apport de sédiments depuis les rives du lac par les intempéries. La plupart d'entre vous, ont vu et connaissent donc la carrière enfin l'autre carrière de diatomite, hein, qui est donc, dans la région de Privas. C'est donc la carrière de Saint-Bauzile, de la montagne d'Andance, sur une épaisseur qui est un peu plus importante. Et alors vous avez vu surtout, hein, les très beaux fossiles qu'on peut, trouver dans ces roches au musée de Balazuc en Ardèche. Alors dans les diatomites de Foufouillou, hein, vous aurez pas des choses aussi variées, aussi spectaculaires. En fait, dans les diatomites de Foufouillou, on trouve essentiellement des empreintes de plantes qui peuvent être très belles. Voilà et j'espère qu'on va pouvoir avoir une visite de cette carrière et qu'on va pouvoir, y chercher des empreintes de plantes.